Les actions humaines sont parfois si inattendues et inexplicables qu'il est pratiquement impossible de trouver un lien logique entre les événements et leurs participants. Malheureusement, cette imprévisibilité permet à certaines personnes peu fiables de mener une vie normale pendant des années sans attirer l'attention des forces de l'ordre. Dans de tels cas, même les enquêteurs expérimentés ont du mal à déchiffrer les motifs et à déterminer les véritables causes des incidents. Au cœur de l'État d'Indiana se trouve le pittoresque North Webster, une petite ville entourée de lacs cristallins et de nature vierge. Cet endroit a toujours attiré les amateurs de pêche, tant les locaux que les visiteurs d'autres régions. Au milieu des années 70, la population de la ville atteignait à peine 500 habitants. Aujourd'hui, 2 fois plus de personnes y vivent, mais l'atmosphère de ville familiale chaleureuse est restée. North Webster est toujours considéré comme un lieu idéal pour une vie tranquille, loin des métropoles bruyantes. Ici, tout le monde se connaissait personnellement et faisait confiance à ses voisins comme à des parents. Les enfants jouaient librement dans les rues, rendaient visite à des amis, et de nombreux résidents ne voyaient même pas de raison de verrouiller leurs portes. Pendant des années, l'excès de vitesse sur les routes locales est resté l'incident le plus grave. L'année 1975 a changé le rythme habituel de la vie de la ville. À cette époque vivait ici la famille Mitchell. Les époux se sont mariés juste après l'obtention de leur diplôme. Ils étaient ensemble depuis l'école et ont toujours rêvé d'une grande famille. Leur premier enfant, Laurel, est né le 24 mai 1958. Après 5 ans, Sarah est née. Et plus tard, le plus jeune fils Bruce a rejoint la famille. Les parents entouraient les enfants d'amour et de soins et créaient à la maison une atmosphère spéciale de chaleur et de soutien. Les voisins disaient souvent que les Mitchell étaient un exemple modèle d'une famille américaine idéale. Malgré les difficultés de la vie, les époux sont toujours restés ensemble et se sont soutenus mutuellement. La famille était profondément religieuse. Tous les Mitchell assistaient à l'église chaque dimanche. Laurel a montré de la diligence dans l'apprentissage depuis l'enfance et possédait des capacités créatives exceptionnelles. Elle chantait dans la chorale locale, se produisait lors de concerts dans les villes voisines et participait à la vie sociale. Elle s'efforçait d'aider les gens et travaillait dans un camp d'église voisin. Les membres de l'église la rencontraient souvent lors des réunions religieuses. Ils ont vu grandir cette jeune femme aimable et positive au caractère doux et à la volonté forte. Les proches croyaient en le grand avenir de la fille aînée, qui s'occupait toujours de la famille et s'efforçait de soutenir ses proches. La journée d'été du 6 août 1975 commença comme d'habitude pour Laurel. Elle passa du temps avec ses jeunes frères et sœurs et attendit le retour de ses parents du travail. Après le déjeuner, vers 14 heures, Laurel partit pour son service à l'entrepôt de l'église. Après avoir dit au revoir à sa famille, elle arriva à son lieu de travail sans incident, ponctuelle comme toujours. Le plan était simple. Travailler jusqu'à 22 heures, puis retrouver des amis dans le parc local, situé à 800 mètres de l'église. À la fin de son service, un collègue ami de Laurel lui proposa de la conduire au parc. Cependant, la jeune femme décida de marcher pour profiter de l'air du soir. Après environ 10 minutes, à mi-chemin, elle remarqua des connaissances de l'autre côté de la rue. Pressée d'arriver à la réunion, Laurel leur fit simplement signe, sans s'arrêter pour discuter. Ce fut le dernier moment où quelqu'un la vit. Dans le parc, les amis attendèrent son arrivée. 20 minutes passèrent, plus que suffisant pour parcourir cette distance à pied. Tous connaissaient Laurel comme une personne extrêmement ponctuelle, qui arrivait même un peu plus tôt que prévu. Son absence déviait de son comportement habituel. Le groupe décida d'attendre, supposant un possible retard à l'église.
La situation était compliquée par l'absence de téléphones portables à cette époque. On ne pouvait contacter que par le numéro fixe. Laurel ne pouvait pas annoncer un retard. Alors les amis continuèrent d'attendre. Après une demi-heure, légèrement agacés, ils abandonnèrent les tentatives d'attendre leur amie et continuèrent la soirée sans elle, sans soupçonner rien de grave. Les parents de Laurel n'étaient pas non plus inquiets au début. Leur fille les avait informés à l'avance de ses projets de rencontrer des amis après le travail. Elle promit de rentrer avant minuit, le couvre-feu établi. Mère et père lui permirent cette promenade, mais quand l'heure convenue approcha et que Laurel n'était toujours pas rentrée, l'inquiétude les envahit. Contrairement aux amis, les parents comprirent. Un tel comportement était totalement étranger à leur fille. L'inquiétude des parents grandissait à chaque minute. Le comportement inhabituel de leur fille aînée a poussé la mère à clarifier immédiatement les circonstances de son absence. Laurel, 17 ans, et ses parents connaissaient très bien le cercle d'amis de la jeune femme. La plupart de ses amis vivaient à proximité. Malgré l'heure tardive, les parents ont décidé de ne pas attendre et de leur parler personnellement. L'inquiétude était plus forte que le désir d'attendre jusqu'au matin. Ils sont d'abord allés voir sa meilleure amie qui vivait de l'autre côté de la rue. Normalement, elles passaient leur temps ensemble. La nouvelle que Laurel n'y était pas apparue fut une désagréable surprise pour les parents. L'amie, qui était déjà rentrée chez elle, a raconté que Laurel n'était jamais venue au rendez-vous dans le parc. C'est pourquoi le groupe était parti se promener sans elle. La mère se sentit mal à ces nouvelles. Mais le père essaya de garder son calme. Ils se sont mis à la recherche de leur fille et ont examiné son itinéraire habituel, mais sans succès. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux dans l'espoir d'y trouver leur fille, les parents ont été à nouveau déçus. Alors la famille inquiète a commencé à appeler tous les connaissances qui étaient d'une manière ou d'une autre en contact avec Laurel. Malgré l'heure tardive, les gens ont fait preuve de compréhension. Malheureusement, personne ne pouvait dire où se trouvait la jeune femme. La famille s'est alors tournée vers la police et a signalé sa disparition. Cependant, les forces de l'ordre ont commencé avec les excuses habituelles. Selon eux, la jeune femme de 17 ans, qui se rendait à une rencontre avec des amis, était très probablement partie de chez elle après une dispute avec ses parents ou rendait visite à des connaissances. Peut-être était-elle simplement restée plus longtemps à une fête. Les parents ont insisté sur le fait qu'un tel comportement était totalement atypique pour Laurel, qui passait la plupart de son temps à la maison et à l'église. Les policiers hésitaient à écouter. Les Mitchell ont passé près d'1 heure au poste à essayer de convaincre les officiers de la gravité de la situation. Leur fille n'aurait jamais manqué un rendez-vous avec des amis, ni le couvre-feu. À ce moment-là, un grand groupe d'habitants de la ville s'était rassemblé, inquiets du sort de Laurel. Dans leur ville tranquille, où tout le monde se connaissait, de tels incidents étaient impensables. Grâce aux appels des parents, tout un groupe de volontaires prêts à aider s'est rassemblé devant le poste de police. Malgré l'heure nocturne, les résidents ont décidé de participer à la recherche avec la police. Ils ont d'abord examiné la zone autour du camp et de l'église par où Laurel devait passer en se rendant au rendez-vous. Ils ont vérifié tout l'itinéraire de la jeune femme, mais n'ont trouvé aucune trace. Les groupes de recherche se sont divisés et ont ratissé la ville jusqu'à l'aube, mais la recherche est restée infructueuse. À 10h30, la recherche de Laurel parmi les amis avec lesquels elle devait se réunir n'a donné aucun résultat. Le dernier espoir que la jeune femme soit simplement avec des connaissances s'est évanoui. Les enquêteurs ont soigneusement examiné l'environnement de la disparue. Lors des conversations avec la famille Mitchell, les officiers ont tenté de trouver des indices ou des connexions suspectes. Cependant, tous les contacts vérifiés se sont avérés irréprochables. Laurel a grandi dans un environnement protégé, loin de tout problème avec la loi.
Les interrogatoires des amis n'ont apporté aucune information utile pour l'enquête. La jeune femme n'avait même pas de relation compliquée avec un jeune homme. Elle ne s'intéressait pas encore aux rendez-vous et aux relations romantiques. Les habitants de cette petite ville tranquille ne pouvaient pas croire à la possibilité de quelque chose d'inhabituel. La communauté locale, malgré sa petite taille, exigeait activement de la police une résolution rapide de l'affaire. Les enquêteurs ont établi que Laurel avait rencontré un groupe de connaissances environ 10 minutes après avoir commencé son chemin. Elle leur a fait signe et est passée. Les jeunes ont remarqué sa bonne humeur et n'ont rien vu d'inhabituel dans les environs. Au même moment, un homme et son fils pêchaient à quelques kilomètres au nord de la ville, près de la rivière. L'idylle a été perturbée par quelque chose d'étrange qui dérivait avec le courant. Le pêcheur, intéressé par l'objet peu clair, a dirigé le bateau plus près. En s'approchant, il a vu une jeune femme dans l'eau. Effrayé, l'homme a pensé qu'elle s'était sentie mal et était tombée accidentellement dans la rivière. Dans l'espoir d'aider, il l'a tirée dans le bateau et a tenté de lui porter les premiers secours. Malgré le temps chaud, la jeune femme était très froide. Quand toutes les tentatives d'aide ont été vaines, le pêcheur et son fils ont ramé vers la rive. En voyant une voiture qui passait, il a demandé au conducteur d'appeler les services d'urgence. À ce moment-là, la disparition de Laurel Mitchell n'avait pas encore été officiellement signalée. Aucun document n'a été trouvé sur la jeune femme, ce qui a compliqué l'identification. Les officiers arrivés ont remarqué une bague avec des initiales à sa main. Le pêcheur et son fils n'étaient pas d'ici et ne pouvaient pas aider à l'identification. Après quelques heures, la disparition de Laurel a été signalée. D'après les initiales sur la bague, on pouvait supposer que c'était elle. Les parents ont confirmé plus tard l'identité de leur fille. Initialement, la version d'un accident est apparue. Une chute du pont due à l'imprudence ou à l'influence de l'alcool. Mais les parents ont rapidement réfuté ces suppositions. Ils ont raconté que Laurel nageait depuis l'âge de 4 ans, aimait l'eau et aurait pu facilement gérer le courant. La jeune femme ne buvait pas d'alcool, ce que la famille et les amis ont confirmé. Le pont n'était pas sur son itinéraire habituel, elle n'avait pas prévu de passer par là. Néanmoins, les enquêteurs ont continué à suivre la version d'un incident accidentel. Les représentants des forces de l'ordre ont accueilli avec scepticisme la version des proches. Ils ont souligné les particularités du grand fleuve avec ses forts courants sous-marins. À certains endroits, les courants étaient si forts que même les nageurs expérimentés évitaient ces zones. Les enquêteurs soupçonnaient que Laurel aurait pu tomber accidentellement dans l'eau ou être allé nager, mais n'aurait pas pu gérer le courant. Cette version était étayée par la présence de zones spécialement délimitées, classées comme dangereuses pour les visiteurs. Cependant, le rapport du médecin légiste a complètement réfuté les soupçons de la police. L'examen a révélé de multiples marques sur la jeune femme indiquant une confrontation physique. La nature des blessures suggérait de l'autodéfense. Elle se trouvait principalement dans la zone des bras et du haut de la poitrine. Le rapport médical a établi que la cause principale était une blessure à la tête et que la rivière avait probablement été utilisée pour dissimuler les preuves. Malheureusement, le long séjour dans l'eau a compliqué la collecte de preuves supplémentaires. Même la vérification de la version d'une possible agression était impossible. La plupart des preuves avaient été perdues et les fragments conservés n'ont pas pu être complètement analysés. À cette époque, les technologies d'analyse ADN commençaient à peine à se développer, ce qui compliquait considérablement l'enquête. Malgré la présence d'objets portant des traces biologiques, leur taille était trop petite pour une analyse qualitative. Toutes les preuves trouvées, vêtements, chaussures, objets personnels de la jeune femme avec des traces suspectes, ont été archivées.
À la cérémonie d'adieu, tant de personnes se sont rassemblées que l'église ne pouvait pas accueillir tous les endeuillés. Beaucoup sont restés dehors, manifestant leur soutien à la famille Mitchell et l'espoir d'une résolution rapide de l'affaire. Le premier tournant significatif s'est produit quelques mois plus tard. Une jeune femme inconnue a appelé la police depuis une cabine téléphonique, affirmant avoir des informations sur l'incident. Cependant, lorsque l'opérateur a commencé à demander des détails, la connexion s'est interrompue. L'identité de la plante n'a pas pu être déterminée. La police a lancé un appel public pour trouver la mystérieuse témoin. On lui a promis un anonymat complet et une protection totale. Les forces de l'ordre ont fait tout leur possible pour convaincre la jeune femme de les recontacter et de partager les informations qu'elle connaissait. Plus tard, une récompense de 50 000 $ a même été offerte, une somme considérable pour l'époque, mais la mystérieuse témoin ne s'est jamais plus manifestée. Cependant, la récompense offerte a entraîné des difficultés inattendues. La police a reçu de nombreux faux rapports, dont la vérification nécessitait du temps et des ressources. 6 mois après la disparition de Laurel, une femme nommée Catherine est venue au commissariat. Elle habitait dans la rue par laquelle la jeune femme passait habituellement à travers le parc pour rentrer du travail. Catherine a rapporté avoir vu Laurel à 22h15. L'heure correspondait exactement à son itinéraire habituel vers la maison. Ce soir-là, la femme au foyer vaquait à ses occupations quotidiennes lorsqu'un bruit strident venant de la rue a attiré son attention. À en juger par le bruit, une voiture avait freiné brusquement juste devant ses fenêtres. Des voix jeunes et fortes se faisaient entendre, et lorsque Catherine s'est approchée de la fenêtre, elle a pu voir le coffre de la voiture se fermer. Laurel, qui venait de passer, a soudainement disparu de son champ de vision. Dans la rue se trouvait une voiture rouge avec plusieurs jeunes gens qui est partie immédiatement à toute vitesse. Le témoin n'a pu reconnaître ni la plaque d'immatriculation de la voiture, ni les visages des occupants, mais elle se souvenait de la voiture elle-même, rouge, assez voyante pour l'époque. La police a immédiatement commencé à vérifier tous les propriétaires de véhicules similaires dans la région, mais un mois de recherche est resté sans résultat. Contrairement aux espoirs des enquêteurs et de la famille de Laurel, l'enquête est arrivée dans une impasse. Ce n'est que des décennies plus tard que l'affaire a reçu de nouvelles impulsions. Au début des années 2010, des technologies modernes d'analyse génétique sont apparues, permettant un nouveau regard sur les preuves existantes. Des spécialistes du FBI en profil psychologique ont été impliqués dans l'enquête. Selon leur évaluation, la personne recherchée était un jeune résident ou vivait à proximité. Les experts soupçonnaient qu'il avait probablement eu des problèmes avec la loi et d'autres infractions légales dans le passé. Cependant, malgré tous les efforts, aucun progrès significatif n'a pu être réalisé. Les traces biologiques existantes étaient trop insignifiantes pour une analyse ADN complète. Pendant cette période, un groupe d'enquête spécial a été créé pour les affaires non résolues du passé. Lorsque vint le tour de l'histoire de Laurel Mitchell, ses parents âgés ont à nouveau exprimé l'espoir de connaître la vérité sur ce qui était arrivé à leur fille. Les enquêteurs ont décidé de rouvrir l'affaire sans s'appuyer sur les conclusions contradictoires d'il y a 30 ans. Malheureusement, les Mitchell n'ont pas vécu pour obtenir des réponses à leurs questions. Jusqu'en 2012, le mystère est resté non résolu. À ce moment-là, les parents de Laurel étaient décédés en raison de leur âge. Jusqu'au dernier jour, ils ont espéré connaître la vérité. Après leur mort, le frère et la sœur de Laurel ont décidé de poursuivre la recherche de la vérité. Les enquêtes ont reçu un nouvel élan grâce aux médias. Une série de reportages a mis en lumière la triste histoire de leur sœur et l'enquête infructueuse qui a duré près de 40 ans.
plusieurs mois de couverture médiatique intensive et sur Internet ont produit un résultat inattendu. Une femme nommée Renée s'est présentée à la police. En 1975, elle, du même âge que Laurel, vivait également dans cette région. Environ une semaine après l'incident, elle a rencontré un homme nommé John Lehman. Leur rencontre a commencé lors d'une fête, se développant en une relation qui a continué même après l'incident avec Laurel, dont toute la ville parlait. Lors d'une de leurs rencontres, John, après avoir trop bu, a commencé à parler à Renée de son passé. Selon ses dires, son ami avait arrêté une jeune femme dans la rue cet été-là. Il a été témoin des événements, mais n'est pas intervenu. John a décrit les événements dans les moindres détails, mais insistait sur le fait que c'était son ami qui l'avait fait. À l'époque, elle n'accordait pas d'importance à ses paroles, mais des années plus tard, en voyant le reportage, des doutes lui sont venus et elle a décidé de partager l'information avec la police. Le récit de Renée a intéressé les enquêteurs. John connaissait de nombreux détails de l'incident qui n'ont jamais été publiés dans la presse, ni alors, ni maintenant. Cependant, l'enquête a rencontré de nouvelles difficultés. Renée a rapporté qu'ils se sont séparés peu après cette conversation. Jusqu'à aujourd'hui, la femme ne savait rien de son destin ultérieur. De plus, aucune information sur l'ex-petite amie n'a été trouvée dans la base de données de la police. Apparemment, il n'avait pas eu de problème avec la loi. Les enquêteurs ont essayé d'établir l'identité de John, ou peut-être parlait-il de lui-même à la troisième personne, et il n'y avait pas d'amis. Renée a essayé péniblement de se souvenir du nom. Dans sa mémoire est apparu quelque chose qui sonnait comme Bundy ou Bendy. En examinant l'affaire, les enquêteurs ont décidé de réexaminer la liste de toutes les personnes impliquées, anciens suspects et témoins. Parmi les nombreux noms, l'un attira particulièrement l'attention de Renée, Fred Bundy. Sa personnalité soulevait des questions dès le début. Il s'est avéré que, quelques années après la disparition de Laurel, un jeune homme nommé Bill s'est présenté à la police. Il a rapporté sa connaissance de Fred Bundy, un homme sans domicile fixe, sans travail ni éducation. Bill a mentionné son agression incontrôlée et ses problèmes d'alcool. Lors d'une rencontre commune, Fred a partagé une histoire troublante sur la façon dont lui et son ami John ont arrêté une jeune femme inconnue dans la rue. Selon les mots de Fred, ils l'ont fait sans raison, juste comme ça. Quand la jeune femme a essayé de partir, Fred a perdu le contrôle. Il a continué ses actions même après qu'elle ait perdu conscience. Fred a avoué qu'il avait complètement perdu le contrôle de lui-même. Ils ont sorti la jeune femme de la ville avec son accompagnateur et ont éliminé toutes les traces de l'incident dans la rivière. À ce moment-là, le témoignage de Bill n'a pas suscité de réaction sérieuse. Il ne connaissait pas le nom de la jeune femme, et ses paroles ne pouvaient pas être vérifiées. Plus tard, les déclarations ont été ajoutées au dossier de Laurel, mais l'enquête n'a pas progressé en raison du manque de preuves confirmatives. En examinant les documents, les enquêteurs ont découvert un lien. Le John Lehman mentionné, l'accompagnateur de Fred, était le même homme qui avait avoué à Renée. Il fallait maintenant collecter des échantillons génétiques des principaux suspects pour comparaison. Jusqu'à l'année 2019, la technologie avait considérablement progressé. Cependant, il n'y avait aucune information, ni de John, ni de Fred, jusque-là. Les enquêteurs ont eu accès à des équipements modernes qui pouvaient analyser même des traces microscopiques de matériel biologique. En l'année 2019, le réexamen de toutes les preuves a commencé. Vêtements, chaussures, objets personnels et bijoux de Laurel. Malgré la technologie la plus récente, le processus a duré presque 1 an. En février 2020, l'enquête a connu une avancée majeure. Lors d'un nouvel examen des vêtements de Laurel, les criminologues ont découvert des traces microscopiques qui étaient passées inaperçues pendant des décennies.
Les enquêteurs disposaient de matériaux de comparaison. Les échantillons de Fred étaient stockés dans les bases de données en raison de ses délits antérieurs. La première comparaison n'a montré qu'une correspondance de 80%, insuffisante pour des conclusions définitives. Cependant, après plusieurs analyses répétées avec de nouvelles méthodes, les experts ont obtenu une correspondance presque complète avec les échantillons de Fred. En 2023, la police a décidé d'arrêter Fred Bandy et son ami John Lehman. Selon les forces de l'ordre, Fred avait 3 cas antérieurs de comportement inapproprié envers des jeunes femmes. Pour tous ces épisodes, il n'a reçu qu'une courte peine de prison. Lors de l'interrogatoire, Fred a avoué sa participation à la disparition de Laurel et a mentionné qu'il avait agi avec John, qui possédait une voiture rouge en 1975. Il a tenté de rejeter la responsabilité principale sur son ami, mais n'a pas pu expliquer pourquoi seules ses traces ont été trouvées sur les affaires de la jeune femme. Les 2 hommes ont été arrêtés presque 48 ans après l'incident. Les proches de Laurel ont exprimé leur amertume que ces personnes aient mené une vie normale pendant des décennies, tandis que la police tentait sans succès de les retrouver. Les détenus ont commencé à s'accuser mutuellement. Fred a désigné John comme le principal coupable, tandis que John a affirmé que Fred avait commis les actes illégaux contre Laurel. John a nié sa participation directe et a expliqué son silence de plusieurs années par la peur de son ami. Les défenseurs ont activement invoqué la prescription des événements et ont tenté de contester les preuves de l'accusation. Les avocats ont utilisé des méthodes de défense standards pour atténuer la culpabilité de leurs clients. Cependant, leur réputation antérieure a considérablement compliqué cette tâche. Après avoir examiné tous les arguments, le jury s'est retiré pour délibérer. Après 1 heure, ils ont annoncé leur verdict. Fred Bandy, 69 ans, a été reconnu coupable du chef d'accusation le plus grave. Lors des procédures judiciaires finales, Fred a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Il est remarquable que l'affaire ait été jugée selon les lois de 1975, quand il n'y avait que 2 options de peine, la perpétuité avec droit à la libération conditionnelle ou la peine maximale. Plus tard, la peine capitale a été abolie dans l'État, donc Fred est allé en prison jusqu'à la fin de ses jours. Le public a vivement débattu de la justice de la sentence, beaucoup la considérant trop clémente compte tenu de la gravité du crime. Un autre impliqué dans l'affaire, John Lehman, 68 ans, d'Auburn, État d'Indiana, a pris une voie différente. Il a conclu un accord avec les enquêteurs et a avoué sa complicité. En échange de sa coopération, John n'a reçu que 8 ans de prison. Contrairement à l'accusé principal, il avait la chance d'être libéré un jour. Selon les termes de l'accord, John a dû témoigner contre son complice au tribunal. Après le verdict, la sœur de Laurel, âgée de 62 ans, a organisé une cérémonie symbolique. Elle a fait s'envoler des ballons portant l'inscription « Nous l'avons attrapé ». Ainsi, la famille a célébré le triomphe tant attendu de la justice. Malheureusement, les 2 participants ont pu vivre une longue vie en liberté pendant les décennies passées, tandis que cette possibilité a été enlevée de la manière la plus absurde à la jeune femme de 17 ans.